La prospection téléphonique, moi j'appelle ça le court terme. En gros, il y a quelqu'un qui vend, toi tu vas trouver quelqu'un qui achète, tu fais la transac. En réalité, la prospection téléphonique, si tu la fais bien, tu peux très bien appeler quelqu'un à 9 heures, avoir un rendez-vous avec lui à 9h30, à 10 heures tu as mis l'annonce, à 11 heures tu as la première visite. Dans la théorie, tu peux le faire. Quelqu'un qui est vendeur maintenant, tout de suite sur le bon coin, tu peux lui emmener un acheteur tout de suite et faire la vente. Le vrai travail en réalité, c'est le rapprochement, autant de rapprochement que tu pourras faire avec les acheteurs que tu as en base de données. Pour moi, la prospection téléphonique, sur le bon coin, hein, c'est le court terme. Le court terme, l'immédiateté, c'est il y a un vendeur, il y a un acheteur, hop, on y va, on fait la transaction. Le terrain, c'est le long terme. Ton objectif dans ta vie à toi, c'est de faire ni ça, ni ça. Ton objectif long terme, c'est de faire ni prospection téléphonique, ni prospection de terrain. Un vrai professionnel de l'immobilier ne fait ni ça, ni ça. Toute sa vie, après un certain temps, il reçoit des appels. Donc, c'est des recommandations, c'est des gens qui viennent. Et la façon de faire à un certain moment donné, c'est de traiter toujours avec toujours les mêmes clients, les mêmes acheteurs, les mêmes vendeurs qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. La difficulté que tu vas avoir, c'est que si jamais tu travailles avec un seul type de client. Si tu travailles uniquement avec les particuliers, alors les particuliers, c'est quoi? C'est les acheteurs qui veulent acheter pour habiter. Si tu travailles uniquement avec les particuliers, les recommandations, t'enverras que de temps en temps et une fois de temps en temps et que très rarement et tu pourras jamais planifier là-dessus. En moyenne en France, un particulier, il vend tous les 7 ans. C'est une stat. Dans la réalité, j'ai jamais rencontré 2 fois un particulier. Juste jamais. Donc, on peut dire que dans la moyenne, c'est une fois tous les 7 ans. Dans la pratique, si jamais tu vises à avoir des recommandations avec le particulier, bah, tu vas faire face à un désert absolu pendant très très longtemps. L'idée, c'est de ne pas travailler uniquement avec le particulier, ni maintenant, ni dans le futur. Moi, je déconseille fortement d'avoir comme ambition de travailler qu'avec le particulier. Peu importe ce que tu peux penser aujourd'hui, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que les gens pourraient te dire aujourd'hui, peu importe ce qu'ils ont fait dans le passé. Le marché, il évolue dans un seul sens. Élimination des intermédiaires pour les particuliers. Tu regardes ça avec tes yeux, tu n'as pas besoin de Daniel pour te le dire. Tu regardes le bon coin, il se débrouille seul. Tu regardes la technologie, il se débrouille seul. Tu regardes les outils, les services qui existent pour le particulier, il se débrouille seul. Donc, venir dans un métier dans lequel les gens n'ont pas besoin de toi, c'est un métier à très court terme, un métier où il n'y en aura plus à un moment donné. Donc, c'est une question de tendance. La tendance, ça va arriver, elle est déjà là depuis des années, depuis le 2006, le Bon Coin existe. Ça n'a jamais cessé d'évoluer dans ce sens. Le Facebook, ça existe. Tout le monde peut vendre sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, etc. Tout le monde est capable de vendre. Donc, regarder le particulier comme une source de revenus dans le futur, c'est une grave erreur. Là où il y a de l'argent, là où les gens ont besoin de nous, c'est là-bas où il faut aller. Là où les gens ont besoin de nous, c'est les choses les plus évoluées, les plus compliquées, les plus complexes. Okay, donc, serviceurs, marchands de biens, fonds de commerce, viagers, défis, CNEF, etc. Et donc, plus tu vas travailler avec ce genre de clients qui recherchent ce type de produit, plus tu auras un futur de qualité. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin de toi aujourd'hui auront besoin de toi demain aussi. Aujourd'hui, si on regarde le marché, les gens qui font du fonds de commerce, il n'y en a pas. Les gens qui font du viager, il y en a très peu, voire très peu, il y a rien. C'est-à-dire, peut-être il y a une dizaine d'acteurs en France qui font du fonds de commerce, une dizaine d'acteurs en France qui font du viager. Tout le reste, c'est rien du tout, il n'y en a pas. OK, il n'y en a pas. Le neuf, travaille qu'avec les promoteurs. Il y a très peu d'agences qui travaillent avec les promoteurs et pourtant tu devrais le faire. Très peu d'agences qui font de la vente à terme, pourtant tout le monde devrait le faire. Très peu d'agences travaillent avec les investisseurs marchands de biens. Il n'y en a pas d'ailleurs. Il n'y a aucune agence qui fait investisseur marchand de biens. D'accord. Il y a un ou deux réseaux Internet que je commence à aller voir se développer, qui commencent à réfléchir dans ce sens, mais il n'y en a pas encore. Okay. Donc l'idée, c'est qu'il y a un marché qui n'est pas du tout exploité et il y a un marché ultra saturé. Ultra saturé. Donc, toi, dans ta vision des choses, c'est que quand tu vas aller sur le terrain, ton but, c'est de préparer le long terme. C'est-à-dire que quand tu vas travailler avec les particuliers s'achètent pour habiter, tu vas leur taper à la porte. Ils sont là-bas, ils sont juste propriétaires. Si tu travailles avec des outils de prospection comme ici Mandat, tu vas pouvoir aller taper sur le terrain à la porte de gens qui sont juste propriétaires. Quand ils sont juste propriétaires, tu arrives chez eux le plus en amont possible. D'accord. Et c'est ce qu'on cherche à faire quand on est sur le terrain. On ne cherche pas sur le terrain, en aucun cas, aller taper aux portes des gens qui sont déjà sur le bon coin. C'est-à-dire, si jamais tu vas taper aux portes dans l'objectif de trouver les gens qui vendent déjà, ils sont déjà sur le bon coin, ces gens-là. Tu n'as pas besoin d'aller sur le terrain pour les retrouver. Ils sont déjà sur le bon coin. Le seul moment où tu as besoin d'aller sur le terrain pour trouver des gens qui vendent sur le bon coin, c'est au moment où ils n'ont pas mis leurs coordonnées sur l'annonce sur le bon coin. Donc, ils n'ont pas mis leurs coordonnées. Tu as vu l'annonce, tu as vu la photo, et tu vas regarder sur Google Maps où le bien est situé. Et là, tu tapes à la porte, tu dis bonjour monsieur, j'ai vu que vous vendez. Et là, tu le tapes et le but, c'est de récupérer les coordonnées. Mais parce que le mec, il est en train déjà de vendre. Mais quand on va sur le terrain, c'est pas le but. On va sur le terrain pour se faire connaître, premièrement. Il faut que les gens connaissent ton visage. Il faut que les gens connaissent qui tu es, ce que tu fais, qui viennent te voir.
C'est que quand tu te balades sur le terrain, que les gens t'ont rencontré dans un bar, dans un café, que tu as parlé business tout au long de la journée, tu es tapé dans, dans toutes les portes de tous les commerçants, on t'a vu monter et descendre les escaliers, on t'a vu être dans le marché à distribuer des goodies autour en parlant immobilier et courtage, etc., etc. Quand les gens ont compris, après quelques temps, hein, c'est pas en 2 jours, hein, après quelques temps, ils ont compris que tu faisais de l'immobilier, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va taper sur l'épaule, je vais Fabrice, excuse-moi, j'ai besoin d'aide, je cherche un truc, ou je vends un truc, tu connais pas quelqu'un qui, comprends? Donc c'est ça qui va se passer à un moment donné quand tu vas te faire connaître. À partir du moment où les gens te connaissent, la distance entre parler et faire du business, elle est très courte. Quand toi, tu vas taper à la porte et quelqu'un ne te connaît pas, tu vas devoir commencer par une étape. Je me présente. Salut, je m'appelle Fabrice. Ok. Cette étape, salut, je m'appelle Fabrice, ok, elle est chiante à mourir, elle est dure parce que les gens n'ont pas envie de parler avec des inconnus. Mais une fois que la partie inconnue, elle est passée, c'est-à-dire que c'est la deuxième fois que tu viens les voir, c'est-à-dire, salut, je m'appelle pas Fabrice. Ah oui, je vous connais. Ou pas encore. Peut-être qu'ils ne sont pas ancrés dans leur cerveau. Peut-être que la semaine d'avant, ils t'ont envoyé chier aussi. Peut-être que la deuxième fois, ils reconnaissent ton visage. Quand tu as vu quelqu'un pour la première fois, tu peux te dire, je l'aime pas celui-là, j'ai pas envie de lui parler, et tu zappes. Mais une fois que la personne, tu l'as reconnue, tu l'as vue dans ton quartier, tu dis, ah, ce visage est connu pour moi. Tu vois, par exemple, si jamais tu veux rentrer dans un immeuble où il y a le digicode, où il y a une clé, tu es obligé d'ouvrir, et que tu veux rentrer dans l'immeuble, comment tu fais? Comment tu fais aujourd'hui? Imagine que tu arrives et il y a quelqu'un qui vient pour rentrer, d'accord? Et c'est la première fois que tu vas dans cet immeuble. Toi, tu dis, tu veux rentrer juste derrière lui, d'accord? Dans certains quartiers, en tout cas à Paris, si jamais tu veux rentrer derrière quelqu'un, d'accord? La personne te dit, vous êtes qui? Et elle te laisse pas rentrer. Tout le monde se mêle, tu vois, la Gestapo, tout le monde se mêle, mais qui tu es, etc., etc. Mais si jamais c'est la deuxième fois qu'elle te voit cette personne, ou la troisième fois qu'elle te voit rentrer dans l'immeuble, d'accord? Elle te pose pas la question, vous êtes qui? Parce qu'elle t'a reconnu déjà. Elle a vu que tu n'es pas quelqu'un de méchant, elle a dit, bon, ça va, c'est pas grave, et elle te laisse ouvrir, elle te laisse rentrer. Parce elle est moins méfiante. Tu comprends? Donc, l'idée, c'est de se faire connaître. Pourquoi se faire connaître? Parce que ça te facilite la vie. Tu vois, si jamais tu vas dans un resto pour la première fois de ta vie, un resto normal, je sais pas, une pizzeria, un hamburger, un truc où tu t'assois, d'accord? Quand c'est la première fois que tu vas dans le resto, le patron, il te connaît pas. Non, il te connaît pas. Il n'y a aucune raison qu'il te fasse une faveur, ce patron. Il n'y a aucune raison que le serveur t'amène dans une bonne table. Il n'y a aucune raison que le serveur s'empresse de travailler avec toi. Il n'y a juste aucune raison. D'accord? Tu es un client comme un autre. Maintenant, lui, il devrait avoir une raison de te fidéliser dès le fait que tu es le premier client. Mais en réalité, il n'a aucune raison réelle parce qu'il ne sait pas quel genre de client tu es, si tu es un mec sympathique ou pas, si tu payes des pourboires ou pas, il ne sait pas. Maintenant, imagine, tu vas dans un restaurant pour la première fois, un restaurant lambda, tu viens avec ta nana ou tout seul, ça change rien, et tu t'assois. D'accord? À la fin, tu es sympathique, tu parles gentiment. Tu parles au serveur, tu lui donnes des compliments sur son service. Tu vas voir le restaurateur, dire franchement, la cuisine elle est vraiment top et ton service est génial, je vais revenir. Quand tu as fait ça, d'accord, déjà, tu as laissé une bonne sensation au patron. Tu viens la deuxième fois, avec un pote peut-être, ou avec une nana peut-être, ça change. Et tu remanges et tu redonnes encore des compliments au serveur. C'est super génial ce que tu fais ici, franchement, c'est top. J'ai l'impression de d'être dans un restaurant 4 étoiles. Franchement, tu vas voir le patron, je fais, hey, j'ai fait 2 fois que je viens manger chez toi. La fois, c'était l'hamburger. Là, j'ai commandé une pizza. Franchement, c'est top. Je vais revenir. Là, tu as marqué déjà 2 fois. Et en plus, tu as donné 2 fois des compliments. La probabilité qu'il t'offre le café, elle est juste encore plus haute. La troisième fois, avant même que tu arrives, déjà, il va te dire bonjour, comment allez-vous? OK, vous, comme d'habitude, c'est ça qui va se passer. Tu comprends? Parce qu'à chaque fois, tu vas faire ça. Et moi, c'est comme ça que je fais, juste tout le temps. J'ai un kebab juste en bas de chez moi où je vais régulièrement là-bas quand j'ai envie de manger de la viande. Je vais là-bas. Les mecs, ils m'ouvrent la table comme si j'étais le roi de je sais pas quoi, de quel pays. Parce qu'à chaque fois que je vais là-bas, je donne un pourboire sympathique, je donne des super compliments aux gens. Et à chaque fois, je suis bien servi. Mon but, c'est pas de revendre son fonds de commerce. Juste, j'aime bien quand on m'accueille bien, etc. Mais j'aime bien aussi que les gens me reconnaissent, etc. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas. D'accord? Et à chaque fois, il nous offre le café. Juste à chaque fois, il fait passer avec les autres clients, il me fait à moi. Et on est à chaque fois 3 ou 4, et à chaque fois, il nous offre le café à 4. Donc le but, c'est pas d'avoir le café gratos. Mais le but, c'est que si jamais demain, j'ai envie de l'accoster pour aller lui dire, écoute, j'ai un client qui veut racheter un kebab, est-ce qu'on peut s'asseoir? La conversation, elle sera super ultra simple. Dire, je ne sais pas si ça va arriver ce cas-là, mais quand ça arrivera, je sais que je peux taper à la porte, m'asseoir, discuter et avoir un mec sympa qui va s'asseoir et m'écouter. Surtout qu'à chaque fois qu'il vient nous parler, on parle business, on travaille et il sait on parle d'immobilier. Il le sait. Donc, si jamais dans sa tête à lui, il se passe quelque chose, à un moment donné, il va venir taper à ma table quand on vient là-bas régulièrement, au moins une fois par semaine. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que les gens que tu côtoies, ça va être facile pour toi de faire du business avec eux. Les gens que tu côtoies pas, tu dois devoir passer un certain temps pour qu'ils te connaissent. Il y a une stat et une étude qui a été faite il y a un certain temps qui te dit un truc super simple. Et à partir du moment où tu comprends cette stat, tu changes ta façon de faire du business. La stat, elle te dit un truc simple. Pour vendre quelque chose à quelqu'un, peu importe quoi, hein, ça peut être des lunettes, un casque, un ordinateur
ou un bien immobilier ou n'importe quoi, pour vendre quelque chose à quelqu'un, la personne doit être convaincue à 70% avant que tu essaies de lui vendre quoi que ce soit. Elle doit être convaincue à 70% du produit que tu as envie de lui vendre. Je te donne un exemple. Tu as quoi comme téléphone portable? Xiaomi? Ok. Pourquoi t'as acheté Xiaomi? Bah, il avait un bon rapport qualité-prix. Ah, Il mais quand faisait tu ce que es je dans la voulais. boutique ou tu es parti sur Internet, est-ce que tu as essayé de te faire convaincre par un vendeur pour Non, savoir si c'est mieux ou pas? je savais à peu près ce que je voulais déjà avant. Tu savais ce que tu voulais. C'est-à-dire que tu es parti pour acheter. Tu n'es pas parti pour poser des questions. Tu es parti pour acheter. C'est-à-dire que le vendeur, si jamais il y en avait un au comptoir, la seule chose qu'il devait te poser comme question, c'est quelle couleur tu veux. Il n'avait pas besoin d'essayer de te vendre un portable. Ça, tu étais déjà convaincu que tu en as besoin. Il n'avait pas besoin de te vendre du Xiaomi parce que tu savais que tu avais vérifié sur Internet en comparatif ou quoi que ce soit d'autre. Tu savais ce que tu voulais. La différence, c'est avec 128 mégas de mémoire ou 2 gigas, etc. C'est des caractéristiques différentes que tu voulais. Mais dans ta tête, à toi, rapport qualité-prix, Xiaomi, c'était mieux. Moi, c'est la même chose, sauf moi, c'est pas Xiaomi que j'ai choisi, c'est Apple. Si je rentre dans un magasin Apple pour acheter, et je vais même pas dans un magasin Apple pour acheter, je vais acheter sur Internet, ce que j'ai toujours fait. À la base, je suis déjà convaincu. C'est à ça que ça sert un site Internet d'Apple. C'est à ça qui sert un site Internet de Bouygues. En fait, ils font de la communication toute la journée. Toute la journée, ils te vendent de la publicité, ils te montrent le truc, ils te montrent l'iPhone, tout le monde achète des iPhones, tout le monde te dit à combien c'est génial, ok? Toi, quand tu vas acheter un iPhone, tu n'as pas besoin d'un vendeur qui t'explique à combien un iPhone c'est génial. Tu n'as pas besoin. Tu vas tout seul te diriger dans la boutique et t'achètes celui qui te convient le mieux. Quand il s'agit de travailler avec toi, toi, tu es le négociateur immobilier. Il y a plein de négociateurs qui ont démarché avant toi, on est d'accord? Il y en a plein. Si maintenant, tu tombes sur un vendeur, il est déjà en train de vendre. Et toi, tu tombes sur lui. Mais juste avant toi, il y a 10 personnes qui l'ont déjà démarché, ce qui est le cas tout le temps. Si tu n'es pas sûr que c'est le cas déjà tout le temps, mets une annonce sur le bon coin et regarde combien de fois tu vas te faire démarcher par toutes les agences immobilières du secteur. À chaque fois qu'un particulier met une annonce sur le bon coin, il est démarché par tout le monde. Tu peux être certain qu'à chaque fois que tu vas démarcher quelqu'un sur le bon coin, il a déjà été démarché. Maintenant, lui, au téléphone, le vendeur, est-ce que tu crois qu'il reconnaît la voix de chaque négociateur? Est-ce que tu crois qu'il sait faire la différence entre un négociateur de Century, de Hera, de Orpi, de IAD, de Capi, Optimum? Tu crois qu'il sait faire la différence dans la voix? Et il sait pas faire la différence. Particulier qui t'a jamais entendu parler, sois sûr qu'il va pas te reconnaître. Si jamais le vendeur il est démarché 10 fois dans la même semaine par 10 agences immobilières différentes, comment lui il va choisir? Au départ, il veut pas choisir. Il t'a marqué agence s'abstenir. Mais après, on a la niaque, on appelle quand même. Et à la fin, il va prendre 3, 4 rendez-vous avec 3 personnes différentes. Parce qu'ils veulent faire des devis différents, 3, 4 estimations différentes. Ils veulent le faire. Et à la fin, ils vont le faire. 4 personnes. Toi, tu fais partie de des 4 personnes. Tu arrives le premier, le deuxième, le troisième, le cinquième, on s'en fout. À un moment donné, tu arrives. Lui, maintenant le vendeur, comment il va choisir si les propositions sont toutes équivalentes? Comment il va choisir? Si jamais c'est la première fois qu'il te rencontre, comment il va choisir? Je te pose une vraie question. Comment il va choisir? Équivalent. Tous les services sont équivalents, toutes les offres sont équivalentes, tous les barèmes sont équivalents, toutes les propositions sont équivalentes et tous les négociateurs sont professionnels. Tous. Il y en a 4 qui sont passés dans la matinée, 4 qui sont passés dans la semaine. Il a dit, je vais prendre une décision dans 10 jours et je vais choisir l'agence avec laquelle je vais bosser. Ou il est con, il va choisir d'une manière impulsive le premier arrivé, ou il n'est pas con, il va vérifier. D'accord? Ok, il va vérifier. Comment il va choisir parmi les 4? Alors, bien sûr, sur le marché, ce n'est pas le cas. Tu pourras toujours faire la différence, être meilleur que l'autre, être plus rapide que l'autre, plus efficace que l'autre, etc., etc. Il y a plein de choses que tu peux faire mieux que l'autre. Ça, on est d'accord, marketingment parlant, on peut faire plein de changements. On va dire que sur la base que tout le monde est pareil, tout le monde est pro, ce qui n'est jamais le cas, mais imaginons que tout le monde est pareil. Comment il va choisir? Je vais te donner la réponse. Si tout le monde fait le travail, le même, avec la même offre, avec le même prix, les mêmes tarifs, les mêmes barèmes, le même professionnalisme, il va choisir au pif, juste au pif. Si tout le monde fait le même boulot, à offre équivalente, c'est choisir au pif. Donc imagine, hein, Xiaomi, iPhone, Apple, Samsung, tous les mêmes caractéristiques, tous la même couleur, tous les mêmes performances, tous la même chose, la même chose. Comment tu vas choisir un téléphone portable? Si jamais tous les produits sont équivalents sur le marché, comment tu choisis un téléphone portable? Eh bien, tu vas prendre au pif. Si c'est tous pareil. Pourquoi les gens choisissent Apple la majorité du temps et pourquoi ils sont prêts à acheter Apple plus cher que n'importe quel autre produit téléphonique qui existe sur le marché? Pourquoi les gens sont fous d'Apple? Pourquoi les gens mettent un sac de couchage devant le magasin de Apple 2 semaines avant la sortie du nouvel iPhone 14 pour attendre à être le premier. Alors que tu peux attendre 2 jours et tu es juste le 25 millième, c'est pas grave. Impatient, mais surtout si on veut être dans les premiers. Voilà, fauteuil, thermos, vêtements chauds. Donc tout pour attendre patiemment l'heure fatidique 8 h demain matin. Mais tu auras le même iPhone que le premier. Ça ne changerait rien qui change. Pourquoi les gens ils dorment 2 semaines devant avec une tente? Pourquoi les gens font des pubs avec leur nouvel iPhone quand ils l'ont acheté avec leur boîte? Pourquoi ils en font des vidéos YouTube? Regarde, j'ai acheté mon nouvel iPhone. Pourquoi les gens font ça? Parce que c'est pas juste un téléphone. C'est un téléphone qui représente quelque chose. C'est un téléphone qui représente un statut. C'est un téléphone qui coûte 2500 balles. Mais c'est surtout une marque puissante qui a rendu fou les gens.
Regarde les publicités de l'époque de Apple, Steve Jobs, à l'époque, toutes ces keynotes, toutes les conférences qu'il faisait. Il rendait fou la planète entière. La bourse, elle montait ou elle chutait selon ce que Steve Jobs disait. Les gens, ils courent après ce produit. Pas parce que c'est un téléphone, putain. Quelle est la différence réelle entre Apple et Samsung? Ils sont quasiment équivalents. Mais moi, je ne peux pas passer à Samsung. C'est dans ma tête tout ça. En vrai, il suffit que je m'habitue à Samsung et peut-être ça marchera. Apple, ils ont fait des choses qui sont beaucoup plus simplifiées. Moi, ça me facilite la vie, j'aime bien. Mais tu vois, par exemple, la seule chose Apple que j'ai dans ma vie, c'est mon téléphone portable. Mais je ne suis pas capable de passer à Apple avec les ordinateurs. Je ne suis pas capable. Ça fait 30 ans que je travaille avec les PC, je suis incapable de passer avec les mains. Je ne sais pas travailler avec. Ça me saoule, ça me fatigue. OK? Donc, ils n'ont pas réussi à me convaincre sur le reste. D'accord? Mais ils ont réussi à me convaincre sur le téléphone portable. Ce que je veux te dire, c'est que si jamais tu es le 10e agent immobilier qui est passé chez les vendeurs et que tout le monde a le service équivalent, ça se fait au pif. À quel moment des choses peuvent basculer? Donc, on revient en arrière, on fait la même histoire. Le vendeur, il a été démarché par 25 000 personnes. À la fin, il en a choisi 4. Tout le monde produit équivalent. Tous produits équivalents, même offre, même barème, même truc, comme tout à l'heure. À la différence près, c'est que toi, il t'a vu 2 fois supplémentaire. Tu as juste vu 2 fois supplémentaire. Tous les autres, non. Ils ont prospecté pour la première fois. Les offres sont juste pareilles. Le barème est pareil. Les offres sont pareilles. Tout le monde offre une télévision 4K. Tout le monde donne un voyage aux Maldives, si jamais ils vendent le bien. Tout le monde font des cadeaux de ouf. Pareil. La différence, c'est que toi, Fabrice, tu es parti boire le café 2 fois avec le vendeur et 2 fois, tu lui as dit bonjour quand tu as tapé à la porte et il a trouvé que tu étais sympathique. D'accord? Juste sympathique. Je t'ai pas dit exceptionnel. Je t'ai pas dit un génie. Je t'ai pas dit le mec le plus connu de la planète. Je t'ai pas dit que tu ressembles à Stéphane Plaza. Je t'ai rien dit. Je t'ai juste dit, il a bu un café 2 fois avec toi et 2 fois, il a passé un bon moment. À ton avis, s'il doit choisir dans une semaine avec quel agent immobilier il va travailler, il a 4 offres similaires. À ton avis, il va choisir qui? Maintenant, vu que c'est tout équivalent, à la différence près, c'est que toi, tu as rencontré 2 fois de plus. À ton avis, choisir qui? Bah, celui avec qui il a déjà bu un café. Je vais te dire un truc. Il y a beaucoup plus de chances qu'ils choisissent toi que les autres, sans aucun rapport avec les offres équivalentes, sans aucun rapport. Notre métier, il est basé sur l'humain et uniquement sur l'humain. Il n'y a juste rien d'autre. Moi, je le dis toujours, ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que je répète la même chose à tous mes commerciaux, à tous ceux avec qui je travaille. Le métier, c'est la base. La base de ce métier, c'est le relationnel et la confiance. C'est tout. Il n'y a juste rien d'autre. Il n'y a juste rien d'autre. La seule chose qui reste ici, c'est ton relationnel avec lui. C'est tout. À partir du moment où tu comprends que le business, il est là-bas, il est nulle part ailleurs, peu importe ce que tu vas proposer comme marketing, peu importe ta stratégie de vente, peu importe les outils que tu proposes, ça ne change rien. En réalité, tous les agents immobiliers du marché, ils ont tous un logiciel de transaction, on est d'accord? Ils ont tous de la pub sur Sologer et Le Bon Coin, on est d'accord? Ils ont tous, en gros, un mandat, on est d'accord? Ils ont tous un barème d'honoraires, on est d'accord? Il n'y a aucun agent immobilier qui est assez con pour faire un barème d'honoraires plus élevé que l'autre, d'accord? Il faut être con pour le faire, d'accord? Par contre, ils vont tous essayer de faire moins. Mais personne n'est assez con pour faire plus élevé. Donc, de manière générale, tu auras toujours une concurrence existante qui va surfer autour des mêmes barèmes d'honoraires. OK? Parce que tu ne peux pas faire plus fort que le Bon Coin. C'est gratuit, le Bon Coin. Tu ne peux pas faire plus fort que le Bon Coin. Ce n'est pas possible. Tu vends ton service à 1 euro, tu as déjà perdu. Le Bon Coin, c'est 0 euro. Parce qu'à un moment donné, tout le monde va s'aligner. Le marché, il est fait comme ça dans le monde. Moi, je vous conseille à toutes et à tous, les amis, d'acheter un bouquin qui est très important. Moi, c'est mon livre de chevet depuis plus de 10 ans. D'accord? C'est comme ça que je réfléchis. Depuis qu'il est sorti, ce bouquin, je l'ai acheté. Je sais pas, regardez la date de ce bouquin. Quand est-ce qu'il a été créé? Le jour où il est sorti, j'ai vu la pub pour la première fois, je l'ai acheté. C'est un bouquin qui s'appelle Stratégie Océan Bleu. D'accord? Regardez, lisez ce bouquin, mais lisez-le, mais avec ardeur. Hein. Vous le lisez 1 fois, 2 fois, 10 fois, vous lisez. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le principe dans le business, pour ceux qui veulent réussir, hein, bien sûr, pas pour ceux qui veulent glander et faire pareil, c'est de sortir du lot. Dans n'importe quel marché qui existe sur la planète, n'importe quel marché, restaurant de sushi, pizzeria, agence immobilière, cinéma, film, acteur, chanteur, tout le monde c'est pareil. À un moment donné, il y a la concurrence qui arrive. Si tu es dans un marché où ça fait un certain temps que tu es dedans et il n'y a pas de concurrence, ça veut dire que tu es dans le mauvais marché. Parce que c'est pas normal. C'est obligé que quelqu'un qui a vu qu'il y a un business qui fonctionne, c'est obligé quelqu'un qui se dise ah putain, son business fonctionne, je vais faire pareil. C'est obligé. Il y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui n'en ont pas. Ceux qui ont des idées, ils inventent. Ceux qui n'en ont pas, ils copient. C'est comme ça le business dans toute la planète depuis la nuit des temps. Hier, quelqu'un vendait des chameaux, l'autre il se dit ah ça marche le business des chameaux, je vais vendre des chameaux. Ah oui mais j'ai pas de chameaux, je vais vendre des moutons. Mais c'est le même principe. Quand tout le monde va copier sur l'autre quand ils n'ont pas d'idée. Maintenant, quand la concurrence, elle arrive et que personne n'a une nouvelle idée, tout le monde ouvre des sushis. Sur quoi les gens vont se battre pour faire entrer le maximum de clients dans le restaurant de sushi? Ils ont fait au départ la concurrence sur le menu. Moi, je vais amener le meilleur chef. Moi, je vais amener le meilleur poisson. Moi, ça va être le meilleur, le plus frais. L'autre, il va dire, je vais mettre le meilleur service, etc.
Une fois que tout le monde s'est battu sur tout ce qu'il pouvait modifier et que tout le monde est arrivé à un niveau d'excellence ou de très bon service et que tout le monde est similairement pareil, d'accord? Ils ont grosso modo de la bonne bouffe, parce qu'un restaurant qui n'a pas de la bonne bouffe, ça ne marche pas. Ils ont tous grosso modo un bon service ou un moyen service, parce que sans service, personne ne revient. Donc, grosso modo, ils sont tous équivalents à un moment donné sur le marché. Qu'est-ce qu'il leur reste comme outil de différenciation? Si tout le monde est similaire, tu manges ici ou ici, sur quoi tu vas faire la différence en tant que restaurateur? Le seul facteur sur lequel tu n'as pas joué, c'est le prix. Quand tu arrives à un niveau de concurrence élevé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, et que la seule chose sur laquelle tu peux jouer, à part le service, la qualité du service, l'accueil, la bouffe, la qualité, etc., une fois que tu as fait tous les autres facteurs, tu as toujours la seule chose qui te reste à bouger, c'est le prix. Quand tu arrives à ce niveau de concurrence, et la concurrence, elle est sur les prix, on appelle ça l'océan rouge. OK? C'est la guerre. Le rouge représente le sang. Quand tu arrives à une guerre de prix, c'est fini. Il y a un moment donné, l'autre, il fait 19,99 €. Toi, tu vas faire 15,99 €. L'autre, tu vas faire 14,99 €. Toi, tu vas faire 13,99 €. Toi, tu vas faire 12,99 €, 9,99 €. À un moment donné, on ne peut plus. Quelqu'un fait faillite. L'autre, il est éliminé de la concurrence. On rehausse les prix. Jusqu'à qu'il y ait un autre qui arrive. On recommence. 19,99 €, etc., etc. Vu que le seul dernier facteur qui reste, c'est 9,99 €, c'est le tarif. Quand c'est la guerre des prix, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va mourir. Qui va mourir? Celui qui n'a pas assez de trésorerie pour se battre jusqu'au bout de la bataille et il n'avait pas assez de trésorerie dans son compte en banque. Ceux qui ont le plus d'argent, ils vont survivre à cette guerre. Ils vont survivre parce qu'ils vont se dire, c'est bon, j'ai gagné pendant les 3 dernières années, je baisse les prix que je suis jusqu'à qu'il crève. D'accord? L'autre, il a crevé. Maintenant, il est tout seul sur le marché et maintenant, il peut commencer à bosser. OK? Il va rehausser les prix. C'est quoi Océan Bleu? C'est de dire, je vais rentrer dans un nouveau marché, mais le prix n'a aucune importance. Donc, je vais changer, je vais faire quelque chose de nouveau, où personne ne peut le comparer. Tu prends l'époque avant que l'iPhone sorte. Nokia, c'était le numéro 1. Motorola, c'était le numéro 2. Il y avait BlackBerry, il y avait plein de trucs. D'accord? Plein de trucs sur le marché. Moi, à l'époque, il y a très longtemps de ça, avant que même l'iPhone sorte, avant ça, quelques années avant, je travaillais chez Nokia. D'accord? Et je vendais des téléphones portables. Il y a longtemps, il y a plus de 25 ans, 30 ans de ça. C'était un de mes premiers jobs. Nokia, c'était le numéro 1 au monde. Numéro 1 au monde. Et eux, ils vendaient tous les téléphones portables qui existent sur la planète. À un moment donné, il y a Motorola qui arrive, BlackBerry qui arrive, etc., etc., etc. Apple, quand ils sortent leur iPhone, ils n'ont pas dit on va vendre encore un téléphone portable. Elle est là-bas, la révolution d'Apple. C'est là-bas l'océan bleu. Tu comprends? Tu regardes Apple, tu comprends pourquoi il y a un succès. C'est pas par hasard le succès d'Apple. C'est pas un truc qui est venu parce que Steve Jobs est là. Steve Jobs, il a eu l'idée. Mais l'idée de quoi? D'être océan bleu. Et océan bleu, c'est de dire moi, je vais faire quelque chose que personne n'a fait. Et en plus, je vais le vendre plus cher parce que c'est pas comparable. Il n'y a rien d'autre sur le marché qui est capable de faire la concurrence à mon truc. Et une des choses qu'il a faites, Steve Jobs, c'est une révolution monumentale, d'accord? C'est d'éliminer le stylet. À l'époque, il y avait tout le principe des stylets sur les smartphones de l'époque, d'accord? J'en avais un à l'époque, c'est les grosses tablettes qui s'ouvraient comme ça avec le stylet à la con. Lui, il dit, il n'y a pas besoin de stylet, on a déjà 5 stylets dans les mains. 1, 2, 3, 4, 5 stylets. D'accord? Il dit, on élimine le stylet. Donc, écran tactile. Hop, révolution numéro 1, écran tactile. Deuxième révolution, écran énormissime. Tous les autres, c'était des petits écrans. Nokia, à l'époque, se battait sur les petits écrans. Celui qui avait le téléphone le plus petit, d'accord, avec le petit écran. Eux, ils ont dit écran total. Toute la surface du téléphone, c'est total. Troisième chose, constamment sur le net, d'accord? Tout est lié sur le net. Quatrième chose, les applications. Et les applications ont fait le changement radical d'iPhone. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des millions d'applications sur iPhone, il n'y en a pas sur Samsung la même quantité. La révolution, elle n'était pas sur le prix avec Apple. La révolution était sur le produit. Et donc, quand le produit est unique sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Océan bleu. Et la concurrence sur le prix n'existe pas. Il a fallu 4-5 ans pour que Samsung se rattrape et qu'il invente la même chose. Tu comprends? 4-5 ans. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Apple? Il a pris le marché, ça y est. Apple, quand tu lances son iPhone, il y a entre 14 et 15 ou 20 millions de téléphones qui se vendent la première minute. La première minute qu'ils ont lancé le produit en ligne. T'imagines ça? T'imagines, toi, tu ouvres une boutique, à peine t'arrives, les gens, ils achètent. Et t'as même pas encore sorti le produit, il est même pas sorti dans les camions, les gens, ils ont déjà acheté. T'imagines le truc? Eh bien, c'est ce qui s'est passé avec Apple. Invention, innovation, océan bleu. Mais à la fin de la course, c'est un téléphone portable. Ça reste un téléphone portable. Sauf les moments les parties de différenciation, elles sont tellement énormes que la concurrence n'existe plus. Tu vois? Elle n'existe plus. C'est fini. Maintenant, c'est où je prends celui-là, où il n'y a rien d'autre sur le marché à part celui-là. Donc, les gens, ils prennent. Aujourd'hui, tu achètes un téléphone portable pour 2500 balles, 3000 balles. C'est le prix d'un ordinateur, bordel. Et tu l'achètes sans réchigner. Tu l'achètes. C'est tout. Tu achètes, tu payes. Ce que je te dis, c'est pareil. Il y a un moment donné où tu dois sortir de la concurrence. Tu dois sortir.
Si tu sors pas de la concurrence et tu es pareil que les autres, juste pareil, tu n'as aucune chance de réussir. Et si jamais tu vas réussir, c'est une fois. Imaginons que tu as 5 concurrents sur le marché, tu vas réussir une fois sur 5. Comme à la roulette russe. Toc. Pourquoi pas toi? Ah, pourquoi pas toi? Une fois c'est toi, une fois c'est lui. Une fois c'est toi, une fois c'est lui. Une fois c'est toi, une fois c'est l'autre. Et c'est comme ça que tu vas vivre si jamais tu te différencies pas. Une fois c'est toi, une fois c'est lui. Une fois c'est les 4 en même temps. Ah, il a donné 4 mandats simples à tout le monde, ou 5 mandats simples à tout le monde. Mais pourquoi tu accepterais d'être le 5e? Parce qu'à un moment donné, imagine que tu es le 5e et que vous tous, vous mettez une annonce sur ce loger. Comment tu fais encore une fois la différence sur les annonces? Il faut faire la différence sur les photos. Il faut faire la différence. Est-ce que tu peux faire une différence aujourd'hui sur une annonce si c'est le même bien? Tu es à 4 annonces, 4 agences immobilières, pareil. Les 4 agences immobilières ont le même prix parce que le vendeur, il a décidé c'est 400 000. D'accord? Le vendeur, il a décidé les 400 000. Comment tu fais la différence sur les annonces? Tu peux pas faire la différence sur la surface. C'est 65 mètres carrés, quoi qu'il arrive pour tout le monde. Tu peux pas faire la différence sur le code postal. Le code postal, c'est pareil pour les 4 agences immobilières. Tu peux pas faire la différence sur le bien. C'est le même bien pour tout le monde. Et à un moment donné, tu dois faire la différence sur quelque chose. Tu peux pas faire la différence sur les photos. C'est le même bien. Alors, tu vas prendre dans l'angle comme ça. Tu vas prendre comme ça. Tu vas faire quoi? C'est le même bien. Tu vas prendre les chiottes, l'autre, tu vas pas prendre les chiottes. Tu vas faire quoi comme différence? Donc, c'est où tu mets les photos du bien et tu fais zéro différence avec le produit, ou tu mets pas les photos du bien et les gens pourront pas savoir que c'est le même produit. Ça, c'est déjà un élément de différenciation. Deuxième chose, si tu travailles avec le même prix que tout le monde, tu es dans la merde. Tu peux pas faire la différence. Donc, si jamais tu vas rentrer dans la guerre, il faut commencer à rentrer dans la guerre des prix déjà. Le mandat haut. C'est le seul moyen de différenciation que tu as là-bas. Et imagine qu'au final, tu n'as pas le mandat haut. Tu travailles avec le même produit, le même prix que tout le monde, le même tarif, 4 mandats simples à 4 agences immobilières. Comment tu fais la différence? Eh bien, tu ne pourras pas faire la différence du tout. Ce n'est pas possible. Et donc, si tu as 4 mandats simples d'un seul propriétaire sur 4 agences immobilières, la seule façon que les gens vont t'appeler, c'est au pif. Pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Pourquoi pas lui? Un en dessous de l'autre. On doit faire la différence là-bas aussi. Mais imaginons que tout le monde est équivalent dans les annonces. Ils vont t'appeler au téléphone. Si tout le monde dit bonjour, c'est qui? D'accord, tout le monde a service à l'accueil au téléphone de merde. Bonjour, c'est qui? Ah ouais, je vous appelle là pour l'ange. Ah, vous êtes un acheteur. Ok, super, je vais vous traiter. Imaginons que tout le monde a un service de merde. Donc, il va choisir celui qui a le service de moins de merde. Mais imaginons que tout le monde a un service équivalent. Agence immobilière, bonjour. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Fabrice. Ok? Si tout le monde a un service à l'accueil, cool, génial. Tout le monde est professionnel. S'il va poser une question, bonjour, vous appelez pour mon annonce sur ce loger. Et toi, tu lui poses pas la question de laquelle? Vous avez la référence? Non. Tu dis, ah, celui qui s'est arrivé. Ouais, je savais que vous allez m'appeler. Et tu vas être sympathique et tu vas rigoler avec lui. Peut-être tu vas faire la différence. Mais imaginons que tout le monde est sympathique. Avec qui il va faire la visite? Il y en a 4. Il a appelé un des 4. Qui va gagner la course? Je vais te dire qui va gagner la course. Le premier qui fait la visite déjà. Donc, comment il va faire pour appeler le premier? Le premier, ça doit être toi. Ça doit être toi. Mais imagine que le vendeur, l'acheteur, il est complètement con, d'accord? Complètement con. Il fait la visite avec les 4. Ce qui ne peut pas arriver, d'accord? Il ne peut pas arriver. Mais imagine, il fait la visite avec les 4 agents immobiliers. Comment il va choisir avec qui il va passer pour le compromis? Maintenant, imaginons. Il y a 4 acheteurs qui appellent l'annonce et qui les 4, ils ont appelé une agence différente. Donc, il y a 4 agences que le monde a simple et il y a 4 acheteurs. 4 acheteurs. Un acheteur est appelé toi, un acheteur est appelé l'autre, un acheteur est appelé l'autre, un acheteur est appelé l'autre. Imaginons que tous les acheteurs, ils aiment le produit. Imaginons que tous les acheteurs, ils aiment le prix. Imaginons que tous les acheteurs, ils ont l'argent. Et tous les acheteurs, ils veulent acheter. Maintenant, il y a 4 offres au prix du mandat. Comment le vendeur va choisir l'offre? Tous la même, tous pareil. Comment le vendeur va choisir l'offre? Tu peux m'expliquer? Tous équivalents. Comment le vendeur va choisir l'offre? Qu'est-ce que tu vas me raconter comme salade? Si c'est financé, tout le monde finance. Qu'est-ce que tu vas me raconter comme salade? Ok? J'étais le plus rapide, tout le monde rapide. Tous équivalents. Comment il choisit l'offre? Eh bien, ça sera encore une fois au pif. Au pif, c'est pareil. Que ce soit 400 000 ici, 400 000 ici, 400 000 ici. Le seul vecteur, le seul facteur qui va faire pencher la balance, c'est l'humain. C'est le feeling. Je préfère bosser avec lui. Je l'aime bien, lui. C'est ce petit truc-là. Je l'aime bien, lui. Si jamais tu comprends ça, tu comprends tout le business de l'immobilier. C'est ce petit truc-là, ce petit truc humain, cette poignée de main, ce petit sourire, ce petit cadeau au chocolat que tu as offert à ses enfants, ce petit en mail sympathique que tu as balancé, ce petit ballon que tu as donné quand tu étais au marché et que tu as donné à l'enfant qui était en train de faire avec le papa qui est en train de faire les courses. C'est ce petit flyer que tu as mis avec un petit sourire sympathique. Tu as dit, hey, ne regardez pas ce flyer, il n'est pas fait pour vous. Ce petit truc-là, en plus, que les autres n'ont pas fait. Ce petit truc en plus, je l'aime bien, lui. Juste ça, tu vois, ce petit truc en plus fait pencher la balance de là à là. Ce petit truc en plus. Moi, j'ai toujours travaillé dans l'immobilier avec les investisseurs et marchands de biens, toujours. Ça fait 20 ans que je fais ça. Bien sûr, quand tu travailles avec les investisseurs et marchands de biens, tu vends s'il y a des particuliers. Une fois que le marchand de biens il a acheté, il faut revendre à un investisseur, qui est un investisseur va revendre à un particulier. J'ai toujours vendu à des particuliers. Mais j'ai toujours, à la base du produit, c'est toujours été des investisseurs marchands de biens. Et j'ai toujours été mis en concurrence par mes clients, par toujours les mêmes agences. Chaque vendeur avec qui je travaillais, qui était un investisseur marchand de biens, il avait toujours ces 2 gars de préférence. Moi et un autre, moi ou 2 autres. Mais toujours comme ça. Jamais un investisseur, il va travailler avec 5 agences. Il va travailler avec 1, 2, 3, grand max, tu vois, mais en général 2. Il veut me mettre en concurrence. Quasiment tout le temps, 80% du temps,
je gagnais à chaque fois que j'amenais les offres. 80% du temps. Alors pourquoi je gagnais? Les offres, elles étaient grosso modo similaires à l'autre. Des fois, un écart 5 000 ou 10 000. Et l'autre, il s'alignait à chaque fois. À chaque fois, l'autre, il s'alignait, il s'alignait. Moi, j'étais toujours le premier avec les offres parce que j'ai toujours travaillé méthode Mandao. Donc, toujours le premier prix, meilleure offre. Et quand l'autre, il venait avec une offre supplémentaire, moi, je faisais REOC, 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 REOC. À la fin, les autres, ils s'alignaient à mes prix. Mais ça ne change rien. C'est pas ça qui faisait la différence. Parce que le vendeur, à la fin, il choisissait la meilleure offre. À la fin, on arrivait à la meilleure offre. Sauf à 80% du temps, je gagnais. Tu sais pourquoi? Parce que moi, à chaque fois que j'avais la possibilité, j'offrais des trucs que les autres n'offraient pas. Mais des trucs personnalisés. J'avais un vendeur, un investisseur qui adorait les cigares. Je me débrouillais tout le temps pour acheter des super cigares. Il y en a un qui adorait faire du sport. Je l'amenais toujours faire du squash avec moi. Il y en a un autre qui adorait faire la boxe. Je l'amenais toujours faire la boxe avec moi. L'autre, il adorait le cinéma. À chaque fois, je l'invitais au cinéma avec moi. Je faisais des trucs spéciaux que les autres ne faisaient pas. Juste des trucs spéciaux. Des trucs, le petit truc un peu plus. L'autre, il adorait l'humour. Je lui envoyais des blagues par WhatsApp. À chaque fois, j'avais le petit truc en plus. Le petit truc en plus. Je ne sais pas à l'avance, est-ce que ça va marcher ou pas? Mais je sais un truc, c'est que si moi je fais quelque chose, l'autre ne le fera sûrement pas de la même manière. Et j'avais à chaque fois un petit truc en plus. Le petit truc en plus, il rendait fou les gens. Il rendait juste fou les gens. J'avais des affinités avec les gens que les autres n'avaient pas. Les autres n'avaient pas. À chaque fois, je trouvais le petit détail qui tue. Le petit détail qui tue. À chaque fois que j'étais plus sympathique au téléphone, à chaque fois j'avais plus de blagues au téléphone, à chaque fois j'étais le plus cool, à chaque fois j'étais le plus rapide, le plus efficace, le plus. À chaque fois, je cherchais à faire mieux. Mieux que l'autre, mieux que tout le monde. Je me prenais pas la tête, le prix, le tarif, la commission, les barèmes d'honoraires. Ça, j'en avais rien à foutre parce que je me disais, d'une manière professionnelle, lui, il est professionnel. S'il m'a choisi, moi, je suis pro, il a sûrement choisi un professionnel équivalent à moi, minimum. Il peut pas choisir un mec moins bon que moi. Il va choisir minimum à quelqu'un pareil ou mieux. Donc, il faut que je sois encore mieux que lui. Mais imaginons qu'on est pareil. Il y a un petit truc en plus qu'il faut avoir. Petit truc en plus qui fait la différence. C'est exactement comme n'importe quel autre coach, comme n'importe quel autre formateur, comme n'importe quel autre truc. Il y a moi et il y a les autres. Il y a moi et il y a les autres. Moi, je fais ça, l'autre, il fait ça. Je m'en fous comment les autres font. Moi, je fais ça, moi, je fais ça. Chacun a sa petite différence. La tienne aussi. Il y a ta tête, il y a ta gueule, il y a tes cheveux, il y a ta façon de parler, il y a ton truc. Tout le monde équivalent, imaginons. Qu'est-ce que tu fais en plus? Qu'est-ce que tu fais en plus? Il est où le feeling? Est-ce que les gens t'aiment? Est-ce qu'ils t'aiment pas? Est-ce qu'ils te font confiance? Est-ce qu'ils ne font pas confiance? Est-ce que tu les fais sourire? Est-ce que tu ne fais pas sourire? Il y a une expression dans le business qui est super ultra importante. On appelle ça l'expérience client. Dans l'immobilier, personne n'en a rien à foutre. Mais dans tous les domaines, tout le monde en a à foutre, sauf dans l'immobilier. L'expérience client. L'expérience client, c'est l'acheteur, elle commence à partir du moment où elle a vu l'annonce en ligne. L'expérience client. Donc, ça commence par là-bas. Et ça continue sur je t'appelle, je t'écoute, je fais la visite, et je vais au compromis, nanana. Dans le vendeur, l'expérience vendeur, elle commence quand tu le prospectes au téléphone. Quel est son parcours maintenant avec toi? L'acheteur, quel est son parcours maintenant avec toi? Comment les gens font la différence entre toi et n'importe qui d'autre? Est-ce qu'à chaque fois que tu raccroches au téléphone, quand tu as prospecté au téléphone, est-ce qu'à chaque fois que tu as prospecté au téléphone, la personne, elle se rappelle de toi? Est-ce que tu as fait quelque chose qui fait la différence? Est-ce que quand tu tapes à la porte, tu fais quelque chose qui fait la différence? Et la personne, elle se dit, ah, c'était sympathique. J'ai une expérience sympathique. Il ne va pas te l'écrire, il ne va pas te le dire, mais il va ressentir quelque chose de sympathique. Je te parle bien de trucs de sympathique, je ne te parle pas de trucs exceptionnels. C'est juste le petit truc sympa. Le petit truc sympa qui fait la différence. C'est le feeling, c'est le relationnel, c'est la confiance. Ce petit truc en plus. Je ne parle pas d'argent, je ne parle pas d'offrir un iPad. Si jamais ton business, c'est à chaque fois d'offrir des iPads ou des iPhones ou des voyages aux Maldives pour prendre un mandat, ce n'est pas un bon business. C'est bien pour défoncer la concurrence, mais ce n'est pas un bon business. Parce que dans l'immobilier, le business, il n'est pas fait pour de l'argent en réalité. Il est fait avec le relationnel. Si tu veux des recommandations, c'est que le relationnel qui fonctionne. C'est que la confiance qui fonctionne. C'est que ce principe sympathique, cool, génial, intéressant, truc. C'est ces petits mots-là, c'est ces valeurs-là qui vont faire la différence entre toi et les autres. C'est pas, ah, c'est le moins cher. Personne n'a envie de travailler avec le chirurgien plastique le moins cher. Quand il s'agit de faire un truc important en termes de santé, personne va choisir le chirurgien plastique le moins cher, l'ophtalmologiste le moins cher, le cardiologue le moins cher, le pneumologue le moins cher. Personne va chercher le moins cher. Ça n'existe pas le low cost chez les médecins. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'important pour leur vie. Ça n'existe pas. T'imagines, tu as un problème cardiaque, tu dis, c'est qui le moins cher? Ça n'existe pas, tu comprends? Tu vas avoir la meilleure mutuelle pour avoir le meilleur médecin qui va te prendre le plus cher et que le pays va payer à ta place. Mais personne va avoir le moins cher parce que c'est quelque chose d'important pour eux. Personne va avoir le moins cher. Si tu es accusé de meurtre ou de viol ou de je sais pas quoi, d'accord? Tu vas pas chercher l'avocat le moins cher. Tu vas chercher l'avocat le plus cher parce que tu dis le plus cher, c'est le plus compétent. Donc les agences immobilières low cost n'ont rien compris au business. L'immobilier, c'est un service de luxe. L'autre, il peut le faire seul avec le bon coin. Tu le fais à sa place. Il faut qu'il paye. Mais on va avoir du bon business. On va avoir un bon professionnel. Donc, on ne veut pas avoir le moins cher. On va avoir le meilleur.
Maintenant, si tu es gratuit, parce que c'est pas lui qui paye, il faut que tu sois le meilleur. Il faut que tu affiches la qualité. Le terrain, c'est la meilleure façon de se faire connaître. La prospection téléphonique aussi. À un moment donné, il faut rencontrer la personne sur le terrain. Quand tu vas chercher le terrain, c'est pas pour vendre la même chose que les autres ont vendu. C'est pour faire connaître Fabrice. Les réseaux sociaux, ça sert à quoi? C'est pas pour vendre des biens. C'est pas pour afficher un bien que tu as mis sur Sologer, le mettre sur ta page Facebook. Ça sert à rien, ça. L'idée, c'est que quand quelqu'un t'a vu sur les réseaux sociaux, il a aimé ce que tu as dit, c'est ça que tu commences à faire la différence. C'est là-bas que tu commences à faire la différence. Ah, mais je le connais, celui-là. Ah, mais je l'ai déjà vu, je l'aime bien, celui-là. Imagine, tu tapes à la porte d'un vendeur qui te suit déjà sur Insta ou sur YouTube ou sur TikTok. Non, mais je vous connais, vous. Imagine le vendeur, comme tu as déjà fait des vidéos pour les vendeurs, tu leur as déjà envoyé par SMS à tous les vendeurs de ton secteur une vidéo sympathique avec Fabrice. Salut, c'est Fabrice, vous êtes vendeur apparemment, j'ai quelque chose à vous dire. Regardez bien cette vidéo. Et les gens, ils ont vu ta vidéo de 3 secondes. Ils l'ont vu. Ils ont vu ta gueule, ils ont vu Fabrice. Ils t'ont pas aimé parce qu'ils s'en foutent des agents immobiliers. Mais ils ont vu ton visage avant même que tu tapes à la porte. Et quand tu tapes à la porte, ils ouvrent. Ils ne regardent pas un gars qu'ils connaissent pas. Ils regardent quelqu'un qu'ils connaissent. Il faut que je retrouve cette étude qui a été faite même sur YouTube. C'est qu'on demande à des gens à choisir sur des visages qui s'affichent. Donc, on leur montre une quantité astronomique de visages, mais à chaque fois, on te les affiche par deux. D'accord? Deux visages. On te dit de choisir celui-là ou celui-là. C'est tout. Il n'y a pas de critères spécifiques. Il n'y a rien de spécial dans le choix des visages. On te montre deux par deux. On te dit, tu prends celui-là, tu prends celui-là. Tu prends celui-là. À chaque fois, il t'en fiche deux supplémentaires, deux supplémentaires, supplémentaires. Et à un moment donné, sur les centaines de personnes qui ont été auditées, tout le monde arrive à la même conclusion. Tout le monde a choisi le même visage au final. À ton avis, comment c'est possible? Donc, tu ne pourras pas savoir si tu ne vois pas l'étude. L'idée, c'est que pouvoir faire que les gens dans cette étude choisissent au final toujours le même visage, il a fallu qu'ils trichent dans l'étude, dans les visages qu'ils affichent. Ils ont affiché un visage le plus souvent que les autres. Plus souvent, juste plus souvent. Certains visages l'ont affiché une fois, d'autres visages l'ont affiché deux fois, et un certain visage 5 fois, 6 fois, 7 fois. À chaque fois qu'ils envoyaient deux, très souvent, il y avait le même visage qui apparaissait. Et au fur et à mesure qu'ils affichaient les visages, les gens revoyaient le même visage encore une fois et encore une fois. Et à la fin, ce visage qu'ils ont vu plusieurs fois, il leur semblait connu et sympathique. Tous les mêmes visages avec un sourire, rien de spécial. Pas spécialement beau gosse, pas spécialement truc, rien de spécial. Les mêmes visages, sauf un, il apparaissait plus souvent que les autres. Et à la fin, ils choisissaient tous celui-là parce qu'il le paraissait plus connu. Quand tu comprends ce genre de choses, tu deviens fou. Tu te dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a de spécial, lui? Ben rien, il était venu plus souvent dans le bar. Tu comprends pas? La seule différence, c'est le relationnel et la confiance. Les gens, quand ils te voient, ils ont un peu plus envie de te faire confiance parce qu'ils t'ont reconnu, ils t'ont vu. Ils savent pas si tu es professionnel ou pas. Déjà, tu peux dire, je passe dans la rue, je suis en train de marcher d'un endroit à l'autre. Tu peux dire ça. Moi, je te dis non. Quand tu passes d'un endroit à l'autre, il faut que tu repasses toujours par le même chemin. Et tu dois passer toujours par les mêmes commerçants. Et tu dois rentrer dans chaque porte et dire, au départ, tu dis, bonjour, je m'appelle Fabrice, je suis agent immobilier. Ça, c'est la première fois chez le commerçant, chez le coiffeur. C'est la première fois chez le vendeur de chaussures. C'est la première fois chez le vendeur de glace. C'est la première fois. Salut, je m'appelle Fabrice. Tiens, ma carte de visite, si tu as besoin de vendre un de ces jours ton fonds de commerce, tu m'appelles. Et pour ça, il faut que tu maîtrises les fonds de commerce. Tu comprends? Il faut que tu puisses lui dire ça. Donc, tu rentres. La première fois, c'est salut, je m'appelle Fabrice. La deuxième fois, c'est salut, je m'appelle Fabrice. La troisième fois, c'est lui, il te dit salut Fabrice, comment ça va? C'est ça qui doit se passer. Si jamais tu vas sur le terrain dans cet objectif-là, à un moment donné, non seulement tu te fais des potes, en plus tu vas recevoir des cafés gratos, tu vas discuter avec plein de gens, et à un moment donné, les langues se délient. Les langues se délient. Si la première fois que tu tapes à la porte à quelqu'un, tu dis bonjour, je vous appelle, je tape à la porte juste pour savoir si vous ne connaissez pas quelqu'un qui vend un bien. La majorité du temps, les gens te disent va te faire foutre. Ils vont te dire gentiment non, monsieur, je connais personne. C'est comme à l'époque, j'ai pas envie de faire cet amalgame, de le faire comme ça, une petite parenthèse rapidos, mais à l'époque, les nazis faisaient pareil. Vous connaissez pas des juifs quelque part? Donc, les gens, ils n'ont pas spécialement envie de te dire qu'est-ce qui se passe là-bas, à côté. Ils vont pas te donner ce genre d'informations. Mais si jamais tu veux que les gens te donnent des informations importantes qui sont importantes pour toi, il faut que les gens, ils aient envie de te les donner. Ils trouvent que tu es sympathique. Ils trouvent que tu es génial. Ils pensent aussi que tu vas aider la personne. Donc, tu vas être positif. Tu ne vas pas être là pour les tuer ou leur faire du mal. Tu vas être positif pour eux. Ils savent que tu es un professionnel. Ils savent que tu es cool. Ils te suivent sur les réseaux sociaux peut-être. Tu leur as envoyé une petite enveloppe sympathique avec un article sympathique à lire. Ils ont appris quelque chose. Ils ont quelque chose à recevoir de ta part. Et ce quelque chose qu'ils reçoivent de ta part, c'est un truc sympathique. Un truc cool. Un truc marrant. Un truc où ils passent une bonne expérience client. Si jamais tu te balades aux États-Unis, moi j'étais 4 jours aux États-Unis, moi ils m'ont scié les Américains. Après 4 jours aux États-Unis, j'ai compris que la France, jamais elle arrivera à ce niveau. Juste jamais. Ils n'ont pas la même mentalité. Tu vas ici à Auchan ou à Carrefour ou à Franprix, tu vas pour acheter tes courses pour dépenser 300 balles.
D'accord? Pour dépenser 300 balles ou 400 balles, 500 balles, la caissière, elle a un sourire comme ça. Oui, bonjour, monsieur. Ouais, carte fidélité? Non? Ok, super. C'est comme ça que ça se passe chez Auchan et chez Carrefour. T'as déjà vu une expérience client cool chez Carrefour? T'es déjà sorti là-bas, tu dis, putain, c'est exceptionnel, Carrefour, je reviens que là-bas. C'est des merdeux, Carrefour, Auchan, Monoprix, tous de la merde. Ils savent rien faire. Va maintenant aux États-Unis, chez n'importe quel truc. Walmart, tout le truc de ouf qu'ils ont là-bas. T'arrives seulement à la caisse. T'as des gens qui font des rollers. Ils font des figures, ils s'éclatent, il y a de la musique, ils te donnent des bonbons juste quand tu es arrivé. Quand tu es à l'intérieur, tu cherches le truc, il y a quelqu'un qui vient en roller, il fait une figure, il te donne le paquet de cornflakes. Pendant que tu es à la caisse, les gens dansent. Tu as juste une seule envie, c'est de revenir acheter. C'est des fous là-bas, les Américains, c'est des malades mentaux. Ils savent tout faire pour que tu dépenses. Ils ont tout compris. Ils ne sont pas là-bas parce qu'ils sont sympathiques. Ils font ça exprès pour que tu souris. Ils font ça exprès pour que tu kiffes, pour que tu aies une expérience client que tu n'as jamais eue nulle part ailleurs. Quand tu appelles n'importe quelle société américaine, il va te dire How you doing? Il te pose les questions comment tu vas? Tout le monde, à chaque fois que je parle avec des Américains, je fais beaucoup de business avec des Américains, que ce soit sur des applications, sur des trucs, sur des échanges, sur plein de trucs. Et j'écoute plein de trucs. Mais les gens, ils te disent How you doing, sir? Mais qui te pose cette question en France? Comment allez-vous, monsieur? Personne ne te pose cette question, juste personne. Moi, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur Sologer. Oui, quelle référence? Mais on ne répond pas quelle référence? Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Merci de m'avoir appelé. Oui, je vais vous servir. Et qu'est-ce que vous cherchez exactement? C'est comme ça qu'on doit répondre au téléphone. Pas quelle référence? Quand tu sais que l'acheteur, c'est le futur vendeur, il a un bien, il est propriétaire 40% du temps. Donne-lui une expérience qui va s'en souvenir. Moi, quand quelqu'un m'appelle au téléphone, tout le monde m'a à un moment donné appelé au téléphone. Mais moi, je suis sympathique au téléphone. Oui, ça va, comment allez-vous? Ouais, c'est cool, comment je peux vous aider? J'essaye d'être sympathique. Je suis pas tout le temps sympathique, mais j'essaye. Parce que je sais, c'est ça qui va faire la différence à un moment donné. Tu peux me choper à 2 heures du matin, alors je réponds jamais à téléphone à 2 heures du matin. Sortir et faire la différence. Si tu fais pas la différence, tu sers à rien dans ce métier. Tu es juste en concurrence avec plein d'abrutis. Et si jamais tu es un abruti comme un autre, ça marchera pas. Tu dois faire la différence. Et tu dois trouver tous les moyens possibles et imaginables. Pour moi, dans le business de l'immobilier, en tant que négociateur immobilier, la différence, elle sera dans la sympathie. Elle sera dans le relationnel client. Elle sera dans combien tu es chaleureux au téléphone. Elle sera combien tu es sympathique, tu es cool, tu es intéressant, tu es intelligent. Elle ne sera pas dans le prix, pas dans le tarif. Parce que nous, quand tu démarches, tu vends rien. Tu te vends toi. D'accord? Tu ne vends pas un produit immobilier. Les négociateurs qui pensent qu'ils vendent des biens immobiliers, ils n'ont rien compris au business. Ils ont juste rien compris au business. Parce que ton bien immobilier va changer. Un jour, tu veux un immeuble, un jour, tu veux un appart, un jour, tu veux un parking. OK? Donc, le produit va changer. Il y a des gens qui disent, moi, j'aime bien vendre que des trucs bien, des beaux trucs, des beaux appartements, des trucs. OK. Mais tu n'as rien pigé au business. Donc, les négociateurs qui s'identifient aux produits qu'ils vendent, ils n'ont rien compris au business. Quand je vends un truc de prestige, donc moi, un négociateur, je suis un négociateur de prestige. Non, tu es négociateur de prestige momentanément parce que tu vends un bien de prestige. Et toi, tu n'es pas prestigieux en rien du tout. Pas parce que tu as un bien à 15 millions d'euros que tu vaux 15 millions d'euros. C'est le bien qui vaut 15 millions d'euros. L'idée, c'est de ne pas s'identifier au produit. Parce que le produit peut changer. Moi, pour moi, les meilleures affaires, ce sont les produits les plus pourris qui existent. Hein. Les immeubles squattés, les immeubles à refaire, les appartements à refaire. Pour moi, ça, c'est les meilleures affaires qui existent. D'accord? Les affaires dégueulasses que personne n'a envie. Mais si jamais je m'identifie au produit, donc je suis un négociateur pourri. Non, mais moi, je ne m'identifie pas au produit. Moi, je suis négociateur, je suis là pour négocier, faire du business. Je suis sympathique, je suis cool, je suis intelligent, je sais de quoi je parle. OK? Donc, je suis professionnel. Le produit, il change. Le produit, c'est le bien. Mais le Daniel, c'est lui qui est important. Donc, c'est sur Daniel que je vais faire un travail. On appelle ça le personal branding. Je vais faire un travail de communication sur ma personne. Parce que c'est ma personne la plus importante. Le produit, il va changer. Je peux vendre des biens immobiliers, que je peux vendre de la formation, que je peux vendre du conseil. Je peux vendre n'importe quel truc que je veux. À partir du moment où Daniel il est puissant, tout ce que je vends demain, ça marche. Demain, si j'ouvre un restaurant, ce qui va être le cas un de ces jours, parce que j'ai ouvert plein dans ma vie, je vais en ouvrir d'autres demain. Si j'ouvre un restaurant, je t'assure que tous ceux qui me connaissent aujourd'hui viendront manger dans mon resto. Je suis certain que tu viendras manger dans mon resto si j'ouvre un resto demain. Parce que si tu me mets aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi tu ne viendras pas manger un hamburger chez moi. Et ça te fera rire de me voir derrière le comptoir. N'est-ce pas, Joe? C'est ou le restaurant italien ou c'est fast-food. Ou fast-food, genre hamburger, etc., ou pizzeria. Mais c'est le genre de choses que je vais ouvrir. Non, moi, je bouffe pas, moi, je vends, c'est pas pareil. Moi je fais pas un podcast et je le réécoute 3 fois. Moi, ce que je vends, c'est pas ce que j'achète. Mais ce qui est certain, c'est que je mangerai dans ma propre cuisine. Mais ce que je vais te dire, c'est que si quelqu'un m'aime ici, il m'aimera là-bas aussi. Il m'aimera n'importe où. Si demain, je décide de faire du cinéma, ça se trouve, tous ceux qui me connaissent viendront juste voir le film. Parce qu'ils l'ont vu ailleurs, pourquoi pas au cinéma? Pourquoi pas? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec plein de gens que vous connaissez. Stéphane Plaza, il est sur le théâtre maintenant. Faut pas chercher à être aimé, il faut chercher à être compris. C'est pas mal Parce de que quand je parle de Daniel, moi, sur les réseaux sociaux, je me fais allumer à chaque fois. Donc, j'ai décidé de ne plus parler de toi. Je ne sais pas si tu as vu, IAD, pourtant, tu travailles pour eux. Ils m'ont pourri la vie ce week-end. Ils m'ont pourri la vie. Tout ça parce que j'ai dit à un gars, allez voir Daniel Nadjar, il va vous conseiller quelle société choisir. Ah ouais. Mais voilà, donc il y a des gens qui l'aiment. Ils t'ont dit quoi? Il y a des gens qui ne l'aiment pas. Ils t'ont dit quoi? Purée, je n'oserais même pas le dire. Dis-le, dis-le.
Non, je t'ai identifié, tu vas le voir, le discours. Non, C'est mais une femme une femme de chez IAD, elle est complètement débile. Complètement débile. regarde, regarde. Regarde. Ouais. Moi, ça me fait rire. Regarde. Tu as des négociateurs qui viennent de rentrer dans l'immobilier et qui osent me parler à moi, contredire ce que je dis. D'accord. Ils essayent. Le mec, il a 2 mois dans l'immobilier et tu vois qu'il y a des débutants qui viennent discuter contre moi. Tu vois. Mais le mec, tu n'as rien fait dans l'immo. Ça fait 20 ans que j'y suis. Je peux pas te dire que moi j'ai tort quand toi tu viens à peine de commencer, t'as pas tapé à la porte. T'as pas encore tapé à la porte. T'as fait 2 ventes, ça y est, t'es le champion du monde. Un mec en face de toi qui fait 600 ventes par mois, tu peux pas venir parler avec ta demi-vente et demie. Tu peux pas venir parler. Mais il y a des gens qui osent, tu vois, qui osent. Parce que, oui, mais bon, qui c'est qui ose? C'est des gens qui me connaissent pas. Les gens qui me connaissent, ils parlent pas comme ça. Ils parlent pas comme ça. Ils parlent pas comme ça. Les patrons sérieux, ils parlent pas. Tu verras jamais un patron m'insulter sur les réseaux. Tu le Ah non, verras. je parle pas de patron, je parle des gens qui vont commenter, tu sais, sur le site Facebook que tu connais. Patrons des IAD, je les connais. Jamais tu les verras Ben, pas. De moi. dis-leur que leur salarié, il faudrait qu'ils se calment 5 minutes parce qu'il n'y a que eux, ils commencent à me casser les couilles, cela. Mais c'est une bataille depuis des années. C'est ça que tu n'as pas pigé. Si tu es d'accord avec moi, tu dois assumer ce que tu dis. Tu dois assumer. Et c'est ça qui fait la différence. Tu dois assumer. Et moi, je viendrai te défendre si quelqu'un t'allume à toi. Mais tu dois assumer. Si jamais tu n'assumes pas, c'est-à-dire que tu n'as aucune place avec moi ici ce matin. Tu comprends? Tu peux pas accepter qu'on me descende si toi, tu m'écoutes. C'est pas possible. Tu dois essayer de prêcher la bonne parole. C'est où je dis des choses intelligentes et c'est pour ça que tu écoutes, ou je dis pas des choses intelligentes et tu n'as aucune raison d'être là. Donc, si tu penses que quelqu'un est complètement con de penser ça parce qu'il me connaît pas ou parce que lui-même il est taré, défonce-lui la gueule. N'aie pas peur. Moi, je viendrai te défendre. Alors, cette vidéo t'a plu? C'est quoi faire maintenant? Tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages. C'est pas compliqué. Allez, à plus.